Professeur Hubert Mukendi-Mpinga, les Congolais de la République démocratique du Congo attendent beaucoup et presque tout de l'État congolais. D'après vous, quelle serait la perception qu'ils donnent à l'État dans ce contexte actuellement? Bon, merci monsieur le journaliste pour la parole. La question, elle est une question de fond parce que comprendre les mentalités des gens permet de comprendre aussi leur comportement. Nous sommes d'abord, il faut inscrire la réponse que je vais donner dans le contexte d'une société qui est en pleine mutation. Notre société bouge, change, subit ces mutations. Elles ne sont pas conçues par nous et donc elles ne sont pas contrôlées. Mais la société est en train de subir des mutations. Aujourd'hui, nous avons accès à des informations que l'on n'avait pas avant, qui utilisent ces canaux de communication que nous avons maintenant qui permettent d'avoir beaucoup d'informations. Il y en a qui bourrent leur tête avec des informations inutiles à longueur de journée. Je reviens sur ce que je viens de dire. Le fait que la société est en train de muter et que les mutations ne sont pas contrôlées fait que les gens sont comme dans la tourmente. La population est dans la tourmente. Chacun prend ce qu'il prend. Entre-temps, on l'amène où il lui-même ne connaît pas. Alors, nous avons lutté pour qu'il y ait démocratie dans ce pays pendant de longues années. Nous qui comprenions ce que c'est que la démocratie, ce n'est pas nous qui menons cette démocratie. Ceux qui sont en train de la mener, c'est d'autres personnes. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils dirigent une société en pleine mutation, une mutation qu'eux-mêmes qui dirigent ne maîtrisent pas? Si ceux qui dirigent ne contrôlent pas, et ceux qui sont dirigés, c'est comme ça que beaucoup ne savent même pas qu'en démocratie, ça veut dire quoi? En démocratie, on doit respecter plus la loi. Quand on parle d'état de droit, c'est l'état où tout le monde respecte la loi, y compris ceux qui l'ont signé et promulgué, et les députés qui l'ont voté, et le président de la République qui l'a promulgué. Tout le monde respecte la loi. Celui qui ne connaît pas la loi, les juristes ont dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tout le monde est censé connaître la loi. Et ça, c'est un premier problème, mais la population, dans sa majorité, n'est pas au courant de comment doit fonctionner la démocratie. Alors, c'est comme ça qu'eux croient que la démocratie, c'est le libertinage. C'est le pouvoir d'injurier quelqu'un sans être poursuivi. C'est le pouvoir d'importuner le chef. On peut le vilipender, raconter des bêtises sur lui qui ne sont pas vraies. Au nom de la démocratie, on ne peut pas m'arrêter. Ils pensent que la démocratie, c'est que quand on se réveille le matin, on produit une information fausse sur les autres, sur les institutions de l'État et sur d'autres individus, sans être poursuivi. C'est ça la démocratie. Non, la démocratie marche avec l'autorité de la loi. Mais quand on est dans une mutation sans savoir où est-ce que la mutation vous amène, parce qu'elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas diligentée par nous, quand on n'a pas l'information sur son rôle et le rôle de l'État, mais c'est du cafouillage. Hein? Là, ça ne va pas du tout. C'est comme ça que vous avez des citoyens qui pensent que le président de la République, par exemple, devait acheter à manger aux gens, distribuer dans leur famille. C'est comme ça qu'on a des citoyens. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que cette femme qui avait fait cette déclaration-là, qui pense comme ça. Non. Il y en a qui n'ont pas parlé, mais qui sont convaincus que c'est comme ça que le président doit être. Un président qui donne le soir, distribue à manger, il distribue de l'argent, et puis le lendemain, quand il vous demande si ça y est encore ou il faut ajouter, c'est comme ça que les gens pensent que c'est ça le président de la démocratie. Comment vous concevez ce rapport entre les citoyens et l'État? Parce que l'observation est telle que la population, les citoyens évidemment, attendent
quasiment tout de la part de l'État. Bon, ça dépend aussi de la manière dont ils ont été formés. Hein, quand les candidats viennent en campagne, qu'est-ce qu'ils racontent aux gens? On va résoudre tous vos problèmes. Vous n'allez plus souffrir. Avec moi, ça va, tout va être bien. Non. L'État a la responsabilité de créer des conditions. D'abord, de garder le territoire national dans ses limites qu'il a héritées. Garder ça, c'est une priorité. Numéro un. Alors, la lutte qui se fait à l'Est pour récupérer les territoires, bien sûr qu'il y a des grandes puissances qui sont derrière. Et c'est ça qui fait traîner, qui n'attendent que ça, qui veulent que le président mette du feu là-bas et qu'ils en profitent pour dire qu'ils viennent protéger les gens. Entre-temps, ils occupent les territoires et ils émiettent notre pays, ce qu'on appelle la balkanisation. Là. Hein, les grandes puissances avec leurs amis, les multinationales, n'ont besoin que de ça. Alors c'est comme ça que le président a freiné. On pouvait marcher sur le Rwanda en peu de jours. Notre population ne sait pas quel est le rôle de l'État. L'État a mission de réguler la vie nationale, réguler. Et la régulation n'implique pas l'action immédiate sur les familles. Et les régule et les familles le ressentent. Je prends un exemple qui permet à tout le monde de comprendre facilement. Prenons le cas de l'agriculture. Dans l'agriculture, il y a tout un ministère pour définir la politique agricole et la mettre en chantier. C'est ça leur travail. Le travail de l'État n'est pas de cultiver les champs pour la population. On se trompe quand on pense que vous avez faim, mais est-ce que quand vous avez faim, c'est le problème direct de l'État? C'est d'abord le problème du citoyen. Le citoyen doit entreprendre une activité agricole paysanne pour avoir la nourriture pour sa famille. Ça, c'est partout au monde. L'État peut mettre en place une politique agricole qui encouragerait, par exemple chez nous, le développement du phénomène agriculteur. Et l'agriculteur, ce n'est pas le cultivateur. L'agriculteur, c'est un propriétaire d'une portion de terre et il engage un personnel ouvrier qu'on appelle des ouvriers agricoles, des travailleurs agricoles. Ils sont rémunérés à échéance convenue avec l'agriculteur, le patron. Donc un agriculteur, c'est un patron dans le secteur. Il a une partie de terre qu'il exploite avec des cultures pérennes, comme le café, comme le palmier, comme, je ne sais pas, le cacao, etc. Mais il y en a qui font l'exploitation avec les cultures vivrières. Et les gens qui travaillent là-bas, ils ont des fermes là-dedans. Mais chez nous, vous ne voyez pas ce genre de personnes, un agriculteur. Nous n'avons que des cultivateurs qui font l'agriculture de subsistance pour la famille. Alors, quand on développe une politique d'agriculteurs, les agriculteurs deviennent des grands producteurs agricoles. Ceux qui travaillent dans le secteur des produits vivriers produisent beaucoup de vivres et plus ils ont produit, moins ça va coûter. Mais vous avez mentionné tout à l'heure que lorsque ils viennent en campagne, ils disent nous allons résoudre tous vos problèmes. Mais est-ce que vous ne sentez pas que ce genre de discours infantilise la population? Dans le sens que pour elle, bien sûr, cette population, ce sont les hommes d'État, c'est l'État qui doit s'occuper de tous nos problèmes. C'est pourquoi j'ai dit que la formation est un problème réel. Comme ce sont des leaders sociaux et qu'ils parlent comme ça, la population croit que c'est vrai. Elle est naïve, elle croit que c'est vrai, que ces gens sont capables de trouver des solutions à nos problèmes. Et de cela, il y a, on dirait, une forme de relation père et fils. Oui, c'est un peu du paternalisme, ça. Tu as utilisé un mot bien là, infantiliser la population. Ils sont naïfs. Nos frères et sœurs, ils sont vraiment naïfs. Ça me fait mal quand
Là, j'entends des choses du genre, le président ne fait rien, par exemple. Oh, le gouvernement ne fait rien, le président ne fait rien. Mais c'est un langage punissable. Ils auraient voulu qu'ils fassent quoi? D'abord, ils s'occupent de l'intégrité du territoire. C'est ça la mission. Ils s'occupent des problèmes d'éducation en rendant l'enseignement gratuit. C'est ça le rôle de l'État, pour permettre à toute la population d'apprendre à lire et à écrire. Pour cela, il faut rendre l'enseignement primaire obligatoire et par voie de conséquence gratuit. Avec tout ce que vous avez relevé, l'État qui s'occupe d'abord de l'intégrité du territoire national. Il y a le problème de l'enseignement. Il y a aussi même la santé, l'eau et l'électricité, infrastructures routières. Est-ce qu'on peut parler de l'État-providence en devenir, RDC? Non, on n'aura pas l'État-providence. L'État fait son travail, les citoyens doivent faire le leur. L'État-providence n'existera pas. Le rôle traditionnel de l'État, c'est pour des choses d'intérêt général. Comme celle que je viens de présenter là, tu as évoqué aussi la santé. Il y a des situations particulières. Là, c'est l'affaire de chaque individu, de chaque citoyen. Chercher la nourriture pour la famille, vêtir les enfants, les nourrir, leur trouver une place pour dormir. Même si l'État construit des maisons d'habitation sociale, il ne va pas vous donner le lit là-bas. Il ne va pas acheter pour vous le matelas. Alors, un message aux citoyens congolais qui nous suivent à travers cet entretien. Moi, je pense que nous avons une responsabilité partagée, à tout point de vue. Vous surtout, vous êtes communicologue, c'est vous qui devez éduquer notre population. Moi, je suis enseignant. Je profite de toutes les occasions semblables pour parler aux étudiants. Malheureusement, les étudiants ne répercutent pas. Alors que dans d'autres pays, ce que les gens apprennent au cours, ils en font des discussions en famille. Donc, il nous faut aussi définir une politique, pas seulement agricole, mais même d'éducation de notre population. Vous me comprenez parce que votre niveau est élevé. Je crois que nous ne jouons pas assez notre rôle, vous et moi. Il ne faut pas toujours condamner les autres. Ils ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent doivent leur expliquer et ils doivent trouver des mécanismes pour faire passer les messages. Beaucoup de gens ici respectent beaucoup leurs pasteurs. Nous connaissons beaucoup de grands pasteurs sur la ville. Qu'est-ce que nous avons dit aux pasteurs dans ce sens-là, pour que ça fasse partie de leur message? Nous n'avons rien fait. Donc nous portons tous la responsabilité, les gouvernants, les enseignants, les journalistes, les pasteurs. Oui, nous avons la responsabilité d'encadrer la population. Ce n'est pas pour rien que nous avons reçu beaucoup de formations. Il faut que cette formation aide notre société à se transformer. Mais en Chiluba, je peux dire, Mutionsu, Udini Buko Keshi, Bo Kwangata Kwambula Bujitu, Bo Famille Wend. Mbula Matadi, Udini Midimu ya Ditung. Kine Midimu ya Bantu, Kumu to, Udini Midimu ya Ditung. Midimu ya Idilengele Bantu Bons. Ki midimu wa kusumbila muntu bilamba mbula matari ka tusumbila na bilamba usumbila bana usumbila bakaji usumbila muluma mu chef wa famille ubasumbila bilamba ubasumbila byakudya ubadimina muluhangwa bobukalanga anyi ubafuchile facture ya mai ni ya nzembo to am mbuko keshibwa muntu ni muntu muchota chende naku bada amba ni mbula matadi enze bionso mbula matadi ka kutu mbula matadi abulaba tu enze bionso to wenze la bantu individuellement to 100 millions d'habitants mbula matadi wende mudi mungu kutoshila kalasi tetu kutuma bana ba mu primaire kwenze mukadi mwabila imwenze bwani balonga chana namu kiwende mudimu kimudimu wako ikutweshe bya kudi kumbele akudi tetu bini cha kubike kimutu vete bakola ni midimu ya byanze ya baledi betu benze midimu baheta bintu bya kutudisha nabi kututuma mugalasi
Professeur Hubert Mukeni, merci. Merci, c'est moi qui te remercie parce que tu veux partager, tu veux commencer ce qui traînait à commencer.